pour ce webinaire qui est plutôt un flash info sur les engagements sociaux. Bonjour tout le monde. Donc, ce que je disais, c'est que pour les nouveaux arrivants, on attend quelques minutes. Je vous propose de commencer à 10h05 maximum, que les derniers arrivants puissent se connecter. Merci beaucoup. Alors, je commence peut-être de commencer par se présenter. Merci beaucoup d'être tout le monde présent pour ce webinaire, pour ce flash info sur les engagements sociaux. On va commencer. Je pense que ça va faire venir les derniers. En tout cas, merci beaucoup. Eh bien, on est ravis de vous accueillir pour ce flash info sur les engagements sociaux et la réinterprétation de la norme IAS 19 et de voir quels seront les impacts sur les indemnités de départ à la retraite pour cette clôture, sachant que, eh bien, il y a bien eu une évolution et c'est pour ça qu'on organise ce webinaire. Alors peut-être avant de commencer, on va se présenter avec Maxime. Donc moi, je m'appelle Louis-Anselme de Lamaze. Je suis associé au sein du cabinet. Durant ma carrière professionnelle, j'ai deux grandes étapes. La première étape, c'était au sein de Mazars Actuaria, pardon, où j'ai passé à peu près 7 ans là-bas, où j'étais en charge de beaucoup de dossiers d'engagements sociaux et d'audit sur les calculs des retraites. Donc, du coup, quand j'ai rejoint le cabinet Actualia, eh bien, on a développé cette offre au sein du cabinet. Et maintenant, ça fait à peu près 6 ans, 6-7 ans que je suis au sein du cabinet. Et donc, bonjour à tous, je m'appelle Maxime Georget, je suis consultant senior au sein du cabinet Actuelia et j'accompagne une dizaine d'entreprises sur l'évaluation et la comptabilisation des engagements sociaux. Alors, n'hésitez pas tout au long de ce flash info de poser des questions par le chat, si vous voulez qu'on essaiera d'y répondre au fur et à mesure de la présentation. Alors, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, on va se présenter très rapidement pour dire que le cabinet Actuelia est un cabinet d'actuariat qui a été créé en 2013. On est 3 associés. On a à peu près 35 consultants. On accompagne une centaine de clients par an. Nos valeurs et comment on essaye de faire les choses, c'est qu'on essaye de mettre un peu de pédagogie dans tous ces travaux actuariels, donc d'essayer de mettre de l'échange, d'expliquer un petit peu les choses. C'est un peu l'idée
Flash Info, webinaire, c'est d'essayer de partager un petit peu avec vous nos retours d'expérience et de pouvoir voilà, expliquer un peu les grandes évolutions que l'on peut voir sur le marché. Donc, c'est l'objet un petit peu de ces webinaires. Ça fait partie un peu de notre ADN. Si vous allez sur notre site, on peut voir pas mal de sujets sur lesquels on présente alors des sujets plus d'assurance parfois. Mais là, l'actualité fait qu'on est ravis de parler sur ces sujets d'engagement social. Alors, en termes de mission, on a une palette assez large sur tous les travaux actuariels. On travaille un petit peu sur tous les sujets, que ce soit de l'évaluation, de l'analyse des passifs sociaux jusqu'à la comptabilisation en langue française ou internationale. Évidemment, on peut aussi mettre en place de nouveaux régimes. Ça nous est déjà arrivé de le faire avec des négociations avec les partenaires sociaux. Et faire des bilans de carrière pour ceux que ça intéresse, de mettre ça en place dans leur entreprise pour essayer d'un accompagnement lors de l'acquisition, la liquidation à la retraite. Alors, avant de… voilà, pour introduire un petit peu toujours ce flash info, l'idée c'est qu'on va vous faire une petite introduction sur les différentes étapes de la norme IAS 19 et de vous dire quels sont les impacts suite à une réinterprétation que va vous présenter Maxime et quels seront les points d'attention à avoir pour la clôture de cette année en fonction de cette réinterprétation de la norme. Donc, je vais laisser la parole à Maxime. Alors, peut-être avant de débuter la présentation sur la réinterprétation de la norme IAS 19, peut-être redéfinir ce que sont que les avantages du personnel. Donc, en fait, quand on parle d'avantages du personnel, il s'agit de toute contrepartie qu'une entreprise va verser à son salarié au titre des services qui sont rendus au cours de sa carrière. Et justement, dans la norme IAS 19 qui régit ces avantages au personnel, on va distinguer 4 types d'avantages. Donc, les avantages à court terme, les avantages à long terme, les avantages qui sont postérieurs à l'emploi et les indemnités de cessation d'emploi. Ce que je vous propose, dans un premier temps, c'est de réintroduire ce que sont finalement chacun de ces types d'avantages. Alors, tout d'abord, il convient de distinguer 2 types de régimes. Donc, on a les régimes à cotisation définie, qui sont les régimes pour lesquels l'employeur va s'engager à hauteur d'un financement de la cotisation et non sur le montant de la pension qui sera versée aux salariés. Et on va avoir les régimes à prestation définie, qui sont les régimes sur lesquels l'employeur s'engage à verser aux salariés un certain niveau de prestation. Alors, tout d'abord, en termes d'avantages à court terme, donc c'est des avantages qui sont dus intégralement dans les 12 mois qui suivent la fin de l'exercice. Donc, en termes d'avantages, on a les congés payés, les voitures de fonction ou autres, donc les primes. Donc ça, c'est des régimes à prestation définie. Et on a des régimes aussi à cotisation définie. Donc, on va retrouver les salaires ou les cotisations de sécurité sociale. Pour les avantages à long terme, donc, on va parler d'avantages du personnel qui ne sont pas dus et versés intégralement dans les 12 mois qui suivent la fin de l'exercice. Et donc, on va retrouver par exemple, dans les régimes à prestation définie, les médailles du travail. Ensuite, on a les avantages qui sont postérieurs à l'emploi. Donc ça va être l'ensemble des montants qui sont payables postérieurement à la cessation d'activité. Donc, on va retrouver principalement l'ensemble des prestations de retraite. Donc, en termes de régime à prestation définie, on peut avoir des indemnités de fin de carrière ou autres avantages en nature qui sont maintenus pour les retraités. On retrouve notamment dans ces régimes à prestation définie les articles 39. En termes de régime à cotisation définie, pour les avantages postérieurs à l'emploi, on a les assurances vie ou les assurances décès qui sont postérieures à l'emploi. On va retrouver également les articles 83. Enfin, on a donc les indemnités de fin de contrat de travail qui sont les avantages payables suite à une décision de l'entreprise de mettre fin à l'emploi du salarié, bien évidemment, avant qu'il ait atteint l'âge de la retraite. Sinon, on est dans des avantages postérieurs à l'emploi. Pour ces indemnités de fin de contrat de travail, on va retrouver les indemnités de licenciement ou toute autre indemnité versée dans le cadre de plans de départ en pré-retraite.
Alors, par la suite, durant notre présentation, on va se concentrer principalement sur les avantages postérieurs à l'emploi et les avantages à long terme à prestation définie. Alors, du coup, pour les régimes à prestation définie, il faut faire un calcul de l'engagement, que ce soit pour les comptes en normes françaises ou en normes IFRS. Et généralement, c'est du ressort de l'actuaire d'effectuer ce calcul. Alors, ce calcul, il va s'opérer sur la base des salariés en CDI qui sont présents dans l'entreprise à la date de calcul. Et l'idée, c'est qu'on va projeter un certain nombre d'éléments pour pouvoir évaluer la prestation probable qui sera versée à chacun des salariés de cette base. Ensuite, cette prestation probable, on va l'actualiser pour obtenir ce qu'on appelle la VAPF, la valeur actuelle probable des prestations futures. Cette valeur, elle est déterminée à partir d'un certain panel d'hypothèses. Et on va distinguer ces hypothèses en deux types. Donc, on va avoir déjà les hypothèses démographiques. Donc, on a la probabilité de mortalité qui va dépendre des tables réglementaires qui sont fixées par l'INSEE. Et on doit également calculer la probabilité que le salarié soit encore présent dans l'entreprise à son départ à la retraite afin qu'il puisse bénéficier de l'engagement que l'entreprise lui doit. Donc, on va parler d'un taux de démission. Ensuite, on a les hypothèses qu'on appelle les hypothèses financières. Et donc, sur les hypothèses financières, on va par exemple calculer l'évolution du salaire des salariés jusqu'à leur départ en retraite. Donc ça va être des calculs qui seront basés sur des hypothèses d'inflation jusqu'au moment du départ à la retraite du salarié. Et la deuxième hypothèse financière qu'on a, ça va être l'hypothèse de taux d'actualisation. Ce taux d'actualisation, on donnera quelques détails en fin de présentation. Alors, l'idée maintenant, ça va être de comprendre comment est-ce qu'on matérialise la variation de l'engagement d'une année sur l'autre. Excusez-moi, je crois que j'ai... Oui, pardon. Autant pour moi, j'ai oublié de dire également qu'on prenait en compte certains paramètres dans le calcul de la prestation. Donc, pour calculer la prestation, in fine, après ces hypothèses, on va avoir besoin des droits, donc les droits que le salarié aura acquis au moment de son départ à la retraite. Donc, ces droits-là, ils sont fixés dans la convention collective ou dans les accords spécifiques d'entreprise. Et on va également avoir en paramètre le taux de charge sociale. Et enfin, une fois qu'on a notre VAPF, cette VAPF, elle va être proratisée à partir d'une méthode qu'on appelle la Projected Unit Credit Method, qui consiste finalement à constituer la provision pour un salarié au rythme de son acquisition, de son attribution de droits. Et du coup, cette proratisation, ça va justement être l'objet de notre webinaire aujourd'hui, puisque la directive vient modifier la méthodologie de proratisation de la provision. Donc ça, c'est ce qu'on verra par la suite. Donc on voit que finalement, le calcul, il est assez complexe, il est assez précis, et du coup, comme je le disais tout à l'heure, maintenant l'idée, ça va être de bien comprendre le mécanisme des mouvements d'une provision sur une année. Cette provision, on va également l'appeler la dette actuarielle. Donc d'une année sur l'autre, on va avoir plusieurs sources de mouvement de la dette actuarielle. Pour passer de la dette actuarielle à l'ouverture, à la dette actuarielle à la fermeture, à la clôture de l'exercice. Et donc, ces mouvements, il y en a plusieurs. Donc, il y en a qui sont liés à l'acquisition de droits supplémentaires pour une année complémentaire passée dans l'entreprise. C'est ce qu'on va appeler le coût normal, la charge normale. On va avoir également les mouvements qui sont liés à la désactualisation sur une année de l'engagement, qu'on va appeler la charge de désactualisation ou la charge d'intérêt. Et sur une année, l'entreprise va également verser des prestations au titre des salariés qui sont partis en retraite. Donc, avec ces trois éléments-là, à partir de notre provision d'ouverture, on va avoir un engagement théorique. Mais dans la pratique, ce n'est pas exactement ce qui se passe.
En effet, notre engagement réel, il va être différent de l'engagement théorique de par les différents changements d'hypothèses, qu'elles soient démographiques ou financières. Et donc, cette source d'écart entre l'engagement théorique à la clôture et l'engagement réel, c'est ce qu'on va appeler les écarts actuariels. Et ces écarts actuariels, ils peuvent impacter l'engagement à la hausse ou à la baisse. Alors, en plus de ces mouvements, il peut y avoir d'autres sources de mouvements. On peut avoir des réductions ou des liquidations de plans, on peut avoir des fusions-acquisitions ou des transferts d'entreprises qui viennent donc augmenter ou diminuer l'engagement. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir comment est-ce que ces différentes sources sont impactées au compte de résultat ou au bilan. Alors, la comptabilisation, elle est différente qu'on soit en norme française ou en norme IFRS. En revanche, les charges normales et les charges de désactualisation sont pour les deux normes reconnues au compte de résultat, comptabilisées au compte de résultat. Ce qui va diverger, ça va être la comptabilisation des écarts actuariels. En norme française, ces écarts actuariels, ils sont comptabilisés au compte de résultat et les entreprises, elles ont la possibilité de l'amortir à partir des méthodes qu'on appelle méthodes du corridor sur un horizon plus ou moins long. En IFRS, contrairement aux normes françaises, ces écarts actuariels, ils vont être comptabilisés en autre élément du résultat, qu'on appelle également les OCI. Et du coup, ça va engendrer en fait une variation des capitaux propres sans passer par le compte de résultat. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que la réglementation en matière d'engagement sociaux à prestations définies, elle a tendance à évoluer et elle peut avoir des impacts qui sont significatifs. Par exemple, il y a 2 ans, l'ANC a préconisé un changement de méthodologie dans le calcul du turnover qui consisterait du coup à ne retenir maintenant que les motifs de démission. C'est-à-dire qu'on va retirer tous les anciens motifs qu'on pouvait avoir, à savoir par exemple les ruptures conventionnelles. Donc ces motifs-là, on les retire de la prise en compte et du calcul du turnover, ce qui a eu un impact significatif sur les engagements des entreprises. Eh bien, dorénavant, c'est l'IFRIC qui a présenté à l'IASB une proposition de modification du calcul des engagements relatif à certains régimes de prestations définies. Et suite à la décision de l'IAS-Board, l'IAS-Board a validé du coup finalement cette position qui a été présentée par l'IFRIC. Et donc, c'est ce qu'on va vous présenter dans les prochains slides. Ça va être comment est-ce qu'a évolué en fait la proratisation dont on parlait tout à l'heure pour obtenir l'engagement. Alors, ces interprétations, attention, elles vont en rien modifier les textes originaux de la norme IAS 19. En revanche, ils vont apporter des éclaircissements sur la manière dont les engagements doivent être provisionnés par les entreprises. J'attire également votre attention sur le fait que les commissaires aux comptes vont vous demander une application dès cette année. Alors, on peut se poser la question sur déjà quels régimes sont concernés par cette évolution. Alors, les régimes qui sont concernés sont ceux dont les salariés perçoivent une indemnité forfaitaire à leur départ à la retraite, à condition qu'ils soient évidemment présents dans l'entreprise jusqu'à ce moment-là. Ça, c'est simple. Évidemment, on pense tout de suite aux indemnités de départ à la retraite, indemnités de fin de carrière, ça dépend comment on les appelle dans les différentes entreprises. Deuxième élément, pour qu'on soit soumis à cette évolution, c'est les droits dépendants de l'ancienneté qui sont plafonnés à partir d'un certain nombre d'années de service. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on n'a plus d'acquisition de droits. Parce que, comme l'a dit Maxime, l'évolution, la complexité se fait sur la méthode d'acquisition de droits. Et c'est là où toute la problématique s'est faite. Si on refait un peu l'histoire, au départ, lorsqu'on faisait une méthode de calcul des engagements de retraite, on faisait une proratisation
qu'on appelait une fonction palier qui était en fait un prorata entre les droits acquis au moment de la date du calcul et les droits futurs au moment du départ à la retraite. C'était la proratisation, qui finalement était assez compliquée puisque les droits pouvaient être non linéaires et donc on se retrouvait avec des sauts dans l'acquisition de cet engagement, de cette dette vis-à-vis de l'entreprise et ça posait un certain nombre de problèmes. Alors du coup, il y avait des évolutions qui avaient été proposées par la commissaire aux comptes, qui avaient été largement diffusées chez les entreprises et la méthode qui était la plus classique, ce qu'on observait, c'était une proratisation en fonction de l'ancienneté, c'est-à-dire qu'on faisait le calcul de la VAPF et qu'on proratisait en fonction de l'ancienneté actuelle sur l'ancienneté au moment du départ à la retraite, ce qui faisait du coup une acquisition de droits linéaires. L'IFRIC vient arriver avec une troisième méthode qu'elle préconise et qu'elle va demander à ce que les entreprises mettent en place dès cette année avec une application rétroactive, comme l'a bien expliqué Maxime. Et cette évolution vient revenir un peu en arrière, puisqu'on va revenir sur une acquisition de droits en fonction des droits vraiment acquis. En revanche, on va calculer le moment où ces droits, on va proratiser cette acquisition de droits uniquement pendant la période où les droits sont vraiment acquis. Et cette période, eh bien, on va la décaler simplement pour la mettre en fin d'expérience, de vie au sein de l'entreprise. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, ça vaut le coup de faire un petit schéma et un petit exemple. L'exemple, c'est pour le barème de l'industrie pharmaceutique pour lequel on va avoir un salarié âgé de 20 ans au moment où il arrive dans l'entreprise et dont le départ à la retraite est prévu à 65 ans. Concrètement, cette personne va rester, pas à peu près d'ailleurs, elle va rester 45 ans au sein de cette entreprise. Si on regarde les barèmes de droits de l'industrie pharmaceutique, eh bien, des droits sont acquis jusqu'à 30 ans d'ancienneté. Au bout de 30 ans, eh bien, on arrive au plafond et aucun droit n'est acquis. Donc, mécaniquement, si on calcule, eh bien, il y a 30 ans d'acquisition de droits. Ce que nous interprète et ce que nous demande à l'IFRIC, ce n'est pas de repartir sur cette méthode 1, qui est la méthode dont je vous ai expliqué, qui arriverait à proratiser en fonction de l'acquisition de droits. Et donc, du coup, pendant les 30 premières années, avec une acquisition linéaire, mais de décaler ces acquisitions pour que l'acquisition se fasse au moment, pendant une période équivalente à la période d'acquisition de droits, mais d'une date équivalente au temps d'acquisition des droits. Et donc, du coup, pendant 30 ans. Ce qui veut dire que pendant 15 ans, cette personne n'aura pas d'engagement, n'aura pas de provision dans les comptes de la société. Et au bout de 15 ans, elle va acquérir des droits. Et au bout de 15 ans, on va lui calculer un engagement sur les 30 prochaines années jusqu'au moment de son départ à la retraite, avec évidemment toutes les hypothèses de turnover, les hypothèses que l'on avait précitées au préalable. Alors, on voit bien que ça change complètement la cadence de reconnaissance de cette provision, puisque au départ, on était sur quelque chose de très rapide, quelque chose qui arrivait jusqu'aux 30 ans et on arrivait sur un palier. On avait une deuxième méthode qui était beaucoup plus linéaire sur le temps, mais on avait c'était peut-être pas totalement correspondant à la vitesse d'acquisition des droits du barème. Et donc, du coup, cette troisième méthode vient corriger cela. Alors, l'impact sur le montant de la provision sera donc une baisse pour les entreprises soumises à cette réinterprétation de la norme. Donc, il faut s'attendre à ce que vos engagements diminuent fortement, et quelle que soit la méthode retenue préalablement. Cette baisse de la provision va entraîner une augmentation de vos fonds propres. Et à contrario,
une augmentation du coût normal, impactant ainsi les comptes de résultats, devrait être observée les prochaines années. Alors là-dessus, on est un peu plus mesuré sur cette dernière remarque parce que ça va dépendre des différentes entreprises, puisque si on a une population qui est très jeune, eh bien, au préalable, on calcule un coût normal chaque année pour ces populations jeunes, mais lorsque l'on va être dans la nouvelle disposition, eh bien, on va avoir zéro coût normal, puisqu'ils ne seront pas encore dans une période d'acquisition de droits. En revanche, pour les sociétés qui ont une population beaucoup plus âgée, eh bien pour eux, ils ont un engagement qui est calculé plus faible qu'au préalable et que du coup, chaque année, le coût normal sera supérieur à ce qui était calculé dans l'ancienne méthode. Ce changement de méthode doit également être constaté à l'ouverture, impliquant donc une application rétroactive de la part des entreprises concernées, ce qui prouve bien que ces travaux ils doivent être anticipés. C'est pour ça qu'on organise ce flash info pour bien vous alerter sur ces problématiques-là. Alors, on peut se poser un certain nombre de questions sur cette évolution. Là, on va en poser quelques-unes, essayer d'y répondre directement. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, encore une fois, de les poser sur le chat. Alors, quel est le but de cette modification de méthodologie de calcul? Alors, justement, finalement, cette nouvelle méthodologie, elle revient finalement à une méthode qui est indexée sur la période d'acquisition des droits. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait plus forcément dans les entreprises. Et d'autre part, on sait aussi que le marché souhaite depuis longtemps faire baisser les engagements, d'autant plus que finalement, ils ont beaucoup augmenté ces dernières années avec la baisse des taux d'actualisation. Donc, on n'a pas de source officielle, on n'a pas d'informations officielles sur le sujet, mais voilà ce qu'on peut constater. Et on sait aussi que du coup, pour les entreprises, ça peut être un mécanisme qui est intéressant. Alors, deuxième question qu'on peut se poser, est-ce que cette modification viendra changer en fait les hypothèses que l'on retient? On va prendre en particulier l'hypothèse que l'on retient ou le calcul qu'on retient pour le turnover. Alors, on a pu prendre la même méthode et la même question pour les augmentations de salaire. Est-ce que les salariés non encore provisionnés sont encore considérés dans le turnover? Et est-ce que les augmentations de salaire que l'on observe pour les personnes pour lesquelles aucune provision n'est calculée doivent être prises en compte dans le calcul? Alors là, on va distinguer deux cas. Dans un premier temps, on va prendre le cas où on calcule un turnover par palier d'âge. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas d'impact parce que le turnover qui sera porté sur les jeunes salariés n'impactera pas ceux qui sont déjà provisionnés. Autrement dit, le turnover de ceux qui ne sont pas encore provisionnés n'impactera pas celui de ceux qui sont déjà provisionnés. Donc là, on n'aura pas d'impact. En revanche, si on applique un taux moyen qui est décroissant par âge, alors il faudra revoir la méthodologie pour pas que ça génère des écarts actuariels. Alors, on peut se poser une autre question un peu plus large en disant est-ce que ça va avoir un impact sur la valeur de l'entreprise puisque les fonds propres vont augmenter? On peut se poser cette question légitime. Eh bien, a priori, ça n'aura aucun impact sur la valeur de l'entreprise puisque finalement, la valeur de l'entreprise, on la calcule comme une actualisation des gains futurs. Et donc, la hausse initiale des fonds propres dont on parlait, elle va être compensée par une hausse de la charge sur les futures années, comme l'a dit Louis-Anselme tout à l'heure. Alors, évidemment, vous pouvez nous poser des questions, peut-être en direct de là. Alors, je vois qu'il y a une première question. Alors, pour l'instant, est-ce que l'on a de la visibilité sur la position de l'ANC qui aligne des évolutions en normes sociales? A-t-on un minimum de visibilité? Eh bien non. Pour l'instant, l'ANC n'a pas communiqué sur cette modification qui sera à faire sur les normes sociales. A priori, il devrait y avoir une convergence, comme il y a toujours eu, entre les normes sociales et les normes IFRS. C'est ce que l'on avait vu sur beaucoup de sujets. Donc, il n'y a pas de raison que l'ANC ne se positionne pas sur une convergence, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de communication dans ce sens.
Bon, en tout cas, n'hésitez vraiment pas à nous poser des questions tout au long, et même par mail. Hein, on vous laissera nos coordonnées. Il y a une deuxième question. Alors, il y a une autre question en disant quid des autres régimes et pré-retraite, pension. Bah, pour l'instant, on n'a pas eu de précision, mais si on lit les textes, ça ne concerne principalement les indemnités de départ à la retraite. Alors, ce que l'on peut dire aussi, c'est que c'est une année qui va être compliquée, une année qui va être source d'écart, qui va être source de réflexion par rapport au calcul des indemnités départ à la retraite et pour le calcul des engagements sociaux. Donc, il va falloir vraiment réfléchir de façon très précise et anticiper les impacts. D'autant qu'on est sur une année où les hypothèses, prenons tout simplement les taux d'actualisation, évidemment, on sait que c'est déterminé en fonction du rendement des obligations d'entreprise de haute qualité et que l'indicateur le plus utilisé de référence que nous on utilise, c'est l'E-Box Corporate AA, qui est retenu en fonction de la duration des engagements et qui, comme beaucoup de taux et comme beaucoup d'observations peut être fait, on observe un frémissement à la hausse de ces taux, puisqu'il est passé de 0,34 à 0,88%. Ce n'est pas le seul indicateur qui nous tend à avoir une hausse des taux. Donc, on pourrait avoir encore une fois un impact à la baisse de ces engagements. Alors, on met un petit bémol, si on peut se permettre, sur ce dernier cas, parce qu'on a souvent observé que les taux, au moment du mois de septembre, octobre-novembre, avaient tendance un peu à augmenter et rebaissaient juste avant la clôture. Donc, est-ce qu'on va avoir cette même tendance? Alors, on a un pic assez fort, hein, tout le monde l'a bien suivi, c'est au moment du premier confinement où les taux avaient très fortement augmenté, mais l'élément qui nous intéresse, c'est surtout la baisse qu'on avait observée au mois de novembre à décembre pour avoir un niveau quasiment au plus bas au 31-12. Donc, est-ce qu'on va avoir cette baisse-là aujourd'hui? On n'a pas d'informations pour pouvoir le dire. Ce qu'on sait, c'est que des indicateurs nous tendent vers une hausse des taux. Cette clôture, donc, du coup, sera assez passionnante. Je pense que vous en avez tous conscients. Je pense que votre présence à ce webinaire vous alerte sur ces éléments-là. Donc, déjà, on voulait vous remercier pour votre participation. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question complémentaire. Et on espère que cet élément vous a intéressé. Alors, il y a une autre question. Alors, je vais essayer de la lire concernant les durations des régimes. Voyez-vous plutôt sur le marché des durations assises sur la VPF, hein, si assise sur la DBO, en cas de droit rapide plafonné, les impacts peuvent être sur la duration, ce qui génère des questions sur l'adéquation du taux d'actualisation. Quelle est votre position et votre sujet? Alors, c'est une bonne question. Je vais relire à voix haute la question. La question, c'est concernant les durations des engagements. Voyez-vous plutôt sur le marché des durations assises sur la DBO ou sur la VAP? Si c'est assis sur la DBO, en cas de droit rapidement plafonné, les impacts peuvent être importants sur la duration, ce qui génère des questions sur l'adéquation du taux d'actualisation, puisque en effet, lorsqu'on acquiert plus vite, ou moins vite, on peut avoir des engagements qui vont être différents. Quelle est votre position sur la vie? Alors nous, lorsqu'on calcule la duration, on aurait plutôt tendance à le faire sur la DBO. Et donc, en effet, les durations vont être modifiées par rapport à cet élément. Et donc, du coup, notre avis dans les calculs qu'on a pu faire, c'est qu'on aura aussi une baisse de la duration de ces engagements. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en effet, c'est un élément à prendre en plus dans le calcul des engagements. Si on a une baisse de la duration, mécaniquement, les taux seront légèrement plus bas et peut-être que ça viendra compenser la hausse des taux. C'est un sujet aussi qu'il faudra regarder avec attention. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour vos questions. Et voilà, c'était un flash info assez rapide pour parler de ce sujet-là, passionnant, sur différentes évolutions. Et donc, du coup, on est ravis d'échanger avec vous. N'hésitez pas à nous contacter en direct si vous avez la moindre question.